Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ce petit drama que l'on retrouve dans la presse et dans la politique actuellement autour de la mise sous contrôle opérationnel de l'OTAN du Charles de Gaulle, de notre plus gros navire, de notre porte-avions que j'ai la chance de bien connaître. Cela va être très simple. On va dans un premier temps revenir très rapidement sur le porte-avions Charles de Gaulle, ensuite voir cette fameuse mission Aquila, qui signifie aigle en latin, pour laquelle il a appareillé aux alentours du lundi 21 avril, il y a maintenant quelques jours, pour environ 6 semaines. Et sur ces 6 semaines de mer en Méditerranée, alors c'est ce qui est prévu, tout peut toujours changer en temps réel avec les armées, il est prévu qu'il passe une dizaine de jours, une petite quinzaine de jours sous ce fameux commandement opérationnel du traité de l'Atlantique Nord. Allez, on voit tout ça juste après le jingle. Le porte-avions Charles de Gaulle a été commandé en février 1986, quelques mois avant ma naissance, pour vous situer tout ça en termes de temporalité. Il a été lancé en 1994, mise en service opérationnel, ça remonte à mai 2001, juste avant les attentats du 11 septembre 2001. Et il a connu pas mal de mer, pas mal de rénovations depuis et pas mal de mises à jour. Il a surtout connu l'arrivée du Rafale, puis le fameux passage au tout Rafale que j'ai connu. Et il y a à l'heure actuelle, et pour cette mission Aigle, 18 Rafale Marine, 2 Hawkeye, des E2C. Dans quelques années, nous aurons des E2D. Version plus avancée avec de meilleurs radars de cet aéronef de guet aérien indispensable à la chasse embarquée. Et il y aura également à bord des dauphins et peut-être du NH90 en visite. Dans tous les cas, vous avez environ 2000 personnes à bord, hommes et femmes, à peu près 1200 pour faire fonctionner le navire et un peu plus de 600 pour faire fonctionner le groupe aéronaval. Donc toute la partie aérienne dessus, les flottilles de chasse, les flottilles d'hélicoptères, flottilles de Hawkeye, d'avions radar. 42 500 tonnes, ça c'est le poids maximum. Pour comparaison, un porte-avions américain, c'est aux alentours des 100 000 tonnes et une vitesse maximale de 27 nœuds, et là où les Américains peuvent généralement, sans aucun souci, dépasser les 30 nœuds. Nous avons 2 centrales nucléaires à bord, et c'est un navire qui fonctionne bien, voire très bien. Maintenant, il sort d'entretien, 8 mois, vous avez une disponibilité qui ne peut pas être de 100%, encore moins de 50%, et il faut donc faire avec le fait que notre nation n'a les moyens, d'une certaine manière, de n'avoir qu'un seul porte-avions, mais ça c'est un autre débat. Comme vous le savez, l'OTAN n'est plus en état de mort cérébrale depuis maintenant quelques années, et je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'OTAN ou sa raison d'être, nous en avons déjà parlé sur cette chaîne, je vais revenir sur le groupe aéronaval qui a appareillé et qui va être augmenté par les forces de l'OTAN. Donc notre porte-avions ne part jamais seul à la mer, ça serait suicidaire pour lui, il va partir accompagné par une task force, par un groupe aéronaval. Une partie de cet accompagnement va être national, franco-français, et une partie va être augmentée par d'autres nations de l'OTAN. Et dans le cas de cette opération, vous allez voir des Américains, des Espagnols, des Grecs, des Italiens et même des Portugais venir se greffer au groupe aéronaval et apporter leurs torpilles, leurs missiles, leurs radars pour l'efficacité du collectif. D'un point de vue marins nationaux, nous avons de quoi être fiers, nous avons vraiment de très beaux navires à l'heure actuelle. Donc nous allons avoir de la FDA, de la frégate de défense aérienne, avec 48 missiles, un panaché de Aster 15 et Aster 30, c'est le Chevalier Paul. Nous avons 2 frégates de ce type-là, des frégates de premier rang dans la marine nationale, vraiment dédiées à la protection du porte-avions. Ensuite, nous avons des FREMM, dont nous avons beaucoup parlé, qui ont fait parler d'elles en mer Rouge, les frégates multimissions, spécialité anti-sous-marine pour la Provence qui accompagne le groupe aéronaval, qui va s'assurer qu'il n'y ait pas de sous-marin qui soit proche. Et vous allez également avoir le tout nouveau pétrolier ravitailleur, le Jacques Chevalier, le A725, qui est vraiment très moderne, très neuf et très impressionnant, comme vous pouvez voir sur ces images. N'oublions pas un SNA, un sous-marin nucléaire d'attaque. Alors là, attention, des fois on voit des confusions. Vous avez les SNLE, des bombardiers, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui se cachent au fond des mers. C'est une manière de dire, ils ne sont pas couchés au fond, mais eux qui ont vocation à faire de la dissuasion nucléaire. Et vous avez les chasseurs.
Les chasseurs sont les SNA, beaucoup plus petits, qui eux font de la chasse, font du renseignement, et vont s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres sous-marins ou des menaces qui puissent gêner notre groupe aéronaval. Augmenter tout ça avec un Atlantique 2 qui va suivre le groupe aéronaval en venant sur des bases grecques, en Crète, en Italie, et qui va suivre le groupe aéronaval et va pouvoir venir en amont s'assurer qu'il n'y ait pas de menace à la mer qui puisse gêner notre flotte. Et vous avez ce dispositif maintenant augmenté par d'autres navires de l'OTAN qui va venir rejoindre ce qu'on appelle le Strike for NATO. Donc le Strike for NATO qui va pouvoir donner des ordres opérationnels au porte-avions. Mais attention, le porte-avions reste français, le groupe aéronaval avec tous les navires que je vous ai cités reste français avec des règles d'engagement nationales. C'est donc la France, avec la loi française, avec ses textes, avec sa doctrine qui décide l'emploi de ses forces. Et il n'est pas question pour le porte-avions ou ses navires d'aller faire une guerre pour l'OTAN sans accord de la France. Attention, nous restons souverains sur nos marins, sur nos bâtiments. Ils restent franco-français, ils sont juste mis à disposition d'un commandement opérationnel de l'OTAN, où d'ailleurs, il y a des Français. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand vous voulez travailler ensemble, il faut apprendre à se connaître. Comme on le sait en Europe, et la défense européenne ne brille pas par sa puissance ou par les investissements qu'elle a vus ces 30 dernières années. Et si vous voulez atteindre un certain format qui permettent une dissuasion conventionnelle, il faut bien joindre les forces. Et à partir de là, un navire grec, un navire italien, un navire espagnol, 2 navires américains, 3 navires français. Vous additionnez tout ça, vous retrouvez quelque chose de cohérent, de crédible et surtout qui a une capacité à dissuader. Mais pour que tous ces navires avec des cultures légèrement différentes fonctionnent bien, si vous essayez d'avoir un chef par bateau avec un état-major, ça va pas marcher. Donc vous avez ce commandement de l'OTAN où se retrouvent des officiers d'état-major des différentes nations avec leurs propres consignes, avec leurs conseils, avec leurs officiers juristes. Et tout ce petit monde collabore dans un état-major afin d'envoyer une seule consigne aux hommes à la mer afin de rendre tout simplement le collectif commandable et efficace d'un point de vue opérationnel. Ça va vous permettre de limiter les ordres contre ordres, de limiter les frictions, les manques de compréhension et ça va tout simplement vous permettre d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient d'un point de vue opérationnel. Donc si on en croit le contre-amiral Jacques Mallard, que j'ai eu la chance de connaître avant qu'il gagne ses étoiles, l'objectif de tout ça, c'est l'interopérabilité. Gagner en confiance, gagner en crédibilité les uns envers les autres et surtout tester la chaîne de commandement et acculturer tout le monde à des grandes opérations auxquelles les nations, prises individuellement, ne sont pas habituées. Les Grecs, les Italiens, les Portugais ne sont pas habitués à venir escorter un porte-avions. Et la France, le porte-avions français n'est pas habitué à être escorté par exemple par des Portugais. Donc c'est l'occasion de travailler ensemble, de sortir un peu de nos silos, comme on aime bien dire dans le monde de l'entreprise, d'apprendre à se connaître et d'être plus efficace. L'opération a commencé sur les chapeaux de roue, si on peut dire, car juste après avoir appareillé, lundi 22 avril pour être précis, le Charles de Gaulle a tiré un Aster 15, alors que le Chevalier Paul, de son côté, ouvrait le feu avec un Aster 30, Aster qui ont prouvé leur capacité au combat en mer Rouge contre du drone, contre du missile anti-navire, mais également, et c'était une surprise, contre du missile balistique. Alors si vous voulez chercher à faire du drama autour de ce sujet, sachez que ce n'est pas du tout du côté de l'OTAN que vous pouvez vous focaliser, mais peut-être un peu plus, si vraiment on veut chercher la bête, du côté souveraineté de notre chasse embarquée, de notre porte-avions qui, je vous le rappelle si vous n'étiez pas au courant, utilise des catapultes C-13-3 de 75 mètres de long qui sont tout simplement des catapultes américaines. Ces catapultes utilisent 1 tonne de vapeur par lancement, le tout sous 30 bars avec un réservoir de 54 mètres cubes. Mais alors que l'on parle souvent de souveraineté nationale, je vous renvoie vers les dires du général Henri Berthéga, ancien chef d'état-major des armées, et sur les sueurs froides qu'il avait eues au début des années 2000, alors que la France refusait de suivre les États-Unis en Irak, et que nous avons fait face à un petit blocus de la part des Américains de pièces de rechange. Les États-Unis ont décidé aussitôt, dès le mois de mars, un embargo sur toutes les pièces détachées, toutes les pièces de rechange d'origine américaine à destination des armées françaises. Eh bien, nous n'avions pas prévu que d'un seul coup, nous allions nous trouver privés des pièces de rechange pour nos catapultes. Ce qui veut concrètement, nous pouvions envisager que nos avions ne puissent plus décoller du porte-avions ou atterrir.
je voyais venir le moment, à une échéance probablement de 6 mois à 1 an, où on serait obligé d'arrêter le porte-avions. Dans tous les cas, ce n'est pas le débat ici. Ce que je voulais vraiment adresser comme problème, c'est celui de ce commandement opérationnel qui n'est pas la souveraineté par rapport à un navire. Le Charles de Gaulle est et restera français. Et comme on aime bien dire dans l'aéronaval, dormez en paix, l'aéronaval veille. Bonne mer et bon entraînement à tous nos marins. Fly safe. Pas mal, non? C'est français.